Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que pour montrer votre soutien au podcast, il vous suffit de vous y abonner via votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et rejoindre Slice sur ses pages LinkedIn et Facebook. Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échecs, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode du mois d'août. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Nicolas Gambini, le patron de la société Nautilo Plus. Alors spoiler alerte, Nicolas n'est pas devenu rappeur, il a préféré suivre un cursus beaucoup plus traditionnel en intégrant l'école centrale Supélec. Déjà à cette époque, l'envie de monter sa boîte est présente, mais Nicolas décide de faire ses armes et d'acquérir de l'expérience avant de se lancer. Et puis un jour, après une carrière professionnelle bien fournie, on vient le voir et on lui propose de monter une société autour du drone sous-marin. L'idée est posée, l'idée est bonne, mais tout est à faire. Et Nautilo Plus naît dans un appartement lyonnais au bord de la Saône. Maintenant, je laisse Nicolas nous raconter tout ça. Bonne écoute. C'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour Marjolaine. Merci beaucoup de me recevoir au Bel Air Camp à Villeurbanne pour parler de ta société Nautilo Plus et puis de ton parcours, de ta vie et de tout ce qui t'a amené à construire ton entreprise. On en a parlé il y a quelques minutes hors micro. J'ai une petite question traditionnelle pour débuter tous mes épisodes de Slice et j'aurais aimé savoir ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit. Eh ben c'est très simple, comme je suis né à une époque où il y avait un film qui m'avait ébahi, c'était Top Gun, donc je voulais faire pilote de chasse, voilà. Et j'ai toujours trouvé que le F-14 était le plus bel avion du monde, je le trouve toujours, je trouve que il est incroyable cet avion et quand j'étais gamin je voulais être pilote de chasse. D'accord, est-ce que tu as mis des choses en place pour devenir pilote de chasse ou... Alors ça a été très vite, on m'a refroidi quand j'ai fait, je vais t'expliquer, on était les visites médicales que tu fais au collège. Ouais. On m'a dit, monsieur, vous êtes daltonien, vous voyez pas les petits trucs là, donc c'était game over assez tôt. Ah ouais. Donc après, de toute façon, pas de regret parce qu'en plus de ça, j'ai été myope quand je suis arrivé en prépa. Donc ça fait que finalement c'était pas possible. D'accord. Mais je me suis quand même rattrapé, on va dire. J'ai quand même passé mon brevet de pilote de petit coucou quand j'étais. Enfin, c'est mes parents qui m'ont payé ça bien gentiment parce que mon père pilotait aussi. Et donc j'ai pu quand même piloter les avions. Voilà, et c'était très cool. Ok, d'accord. Donc tu fais ton collège, tu fais ton lycée. Quelle filière tu choisis au lycée ? Eh ben scientifique. D'accord. Alors nouvellement S à l'époque, voilà, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça venait de passer du bac C au bac S. D'accord. Et donc c'était scientifique. Pourquoi ? Parce que ça me plaisait les sciences. J'aimais toujours comprendre les choses, tu vois, comment c'était fait. Je me souviens, j'avais des bouquins quand j'étais gamin, ça s'appelait Comment ça marche, où tu avais tous les trucs qui étaient. On t'analysait, on disait une machine à laver, c'est fait comme ça. Je trouvais ça fascinant. C'est fascinant. Tu vois. J'aimais bien démonter les trucs. C'était un truc qui me plaisait vraiment, et donc j'aimais bien comprendre comment c'était fait. Donc l'esprit très cartésien. Donc j'ai une mère allemande, je pense que ça venait de ça, le côté rationnel, rigoureux, tout ça. Et donc les sciences étaient quelque chose qui me plaisait bien. J'étais bon élève, donc j'aurais pu être littéraire aussi. J'avais des bonnes notes en littéraire, il n'y avait pas de souci. Mais c'était plutôt les sciences qui étaient mon dada. Alors soyons clairs, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire derrière, vu que je ne pouvais pas être pilote. C'était ma question d'après, est-ce que tu avais une idée ? Non, je ne pouvais pas être pilote de chasse, pilote de ligne. En gros, mon père m'avait dépeint ça tellement négativement en disant... tu seras pilote, c'est conducteur d'autobus dans les airs. Je trouvais que c'était vraiment un peu exagéré, mais mais c'est surtout que je voyais parce que pour la peine, j'avais vu des personnes qui faisaient la formation et il y avait de plus en plus de monde
Et ça devenait compliqué d'avoir une place. C'est compliqué d'avoir une place en continu. Encore plus maintenant, mais je veux dire, déjà à l'époque, ça devenait compliqué. Il fallait que tu commences. C'était fini l'époque où tu commençais les cadets chez Air France et tu volais sur les gros porteurs assez rapidement. Là, il fallait que tu passes par Air Zimbabwe, que tu ailles faire un tour chez EasyJet et que tu fasses du fret, je sais pas où. Donc, moins sexy. Et je me disais, ok, il y a peut-être d'autres choses. Donc, et surtout le coût de la formation. Tu te payes une formation. J'ai des amis qui ont fait ces formations aux États-Unis, machin, etc. Et puis arriver en France, enfin c'est une galère pour trouver une compagnie. Je comprends. Et puis coucou à eux, on vous soutient. Complètement. Toujours, surtout que c'est tellement magique. Voir un avion voler, la complexité que ça a, je trouve ça vraiment un métier extrêmement intéressant, extrêmement complet, extrêmement stressant aussi. Mais donc, en tout cas, à ce moment-là, ça résonnait pas pour moi. Et je me suis dit, on va faire ça. Poussé un peu aussi par mon père, qui était en mode, mon fils, il faut que tu fasses Polytechnique, tu vois, tu pars mal déjà dans la vie. Ah oui, Polytechnique, c'est quand même... il passe pas par quatre chemins, quoi. Non, et donc, tu te dis, ok, je vais faire... en gros, en sortant du bac S, je me suis dit, soit je fais prépa pour faire une école d'ingénieur, soit je fais médecine. J'avais quand même des trucs de la médecine aussi m'intéressait parce qu'il y a quand même le côté scientifique, tu vois. J'étais sur des trucs un peu pointus. Je voulais faire neurochirurgien, tu vois. Je voulais pas faire le truc dentiste. Non, moi c'est neurochirurgie, tu vois, les trucs un petit peu pointus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, écoute, va en prépa. Au pire, tu vas apprendre des méthodes de travail parce que je savais que c'était bourrin. Tu vas apprendre des choses et ça va te servir. Au pire, tu fais une année, tu te reverses en médecine et tu seras très avantagé par rapport aux autres qui auront fait médecine parce que tu sauras travailler. Voilà, et c'est ça l'idée. Et en fait, je me suis pris au jeu en prépa. Il y avait beaucoup de sciences, j'ai fait des choses incroyables. Enfin, je trouve le cursus que tu fais en prépa scientifique, c'est fou. Tu reprends tout depuis le début. Les maths, c'est on va commencer par l'addition. Alors, on commence même par les trucs comme ça. Mais on te l'explique sur les fondamentaux de pourquoi ça va beaucoup plus loin. Et c'était extrêmement intéressant. Alors évidemment, c'est très dur. Tu l'as bien vécu ces 2 ans parce que... 3 pour moi, parce que moi je me suis en plus permis le luxe de retaper quand même. Faut bien quand on aime. Je l'ai très bien vécu pour différentes raisons. Personnellement, parce que c'était la première fois où c'était une expérience loin de chez mes parents. Donc c'était quand même un peu le décollage de ma vie. De grands, d'adultes, exactement. Deuxièmement, parce que c'était hyper intéressant. Et troisièmement, parce que je me suis fait des amis incroyables là-bas, enfin des gens que ça me fait extrêmement plaisir. Des gens avec qui je suis resté en contact très longtemps après. Donc c'était des belles années. Vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. C'était à Nancy que j'ai fait ma prépa. D'accord. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais une petite garçonnière pas très loin de la place Stanislas, donc c'était plutôt cool. Parce que tu es d'où toi à la base? Alors moi je suis, si on revient dans mes origines, pour te dire, ma maman est une Prussienne pur jus de Berlin. Tu vois, elle s'appelle Monika von der Horst, tu vois, donc le truc. Et mon papa est un mix. Alors Gambini, c'est corse, mais avec des ascendances siciliennes et un petit bout de français quand même au milieu. En plus, il était pied noir. Il est revenu après. Il a débarqué en France en 62. Ah oui. Et donc c'était un peu, c'est un peu improbable couple. Et surtout, ils ont été s'installer au final à Chaumont, qui est une petite ville dans la Haute-Marne. Qui est au centre d'un triangle vide entre Dijon, Troyes et Nancy. Non, ça donne envie d'aller à Chaumont. Non, mais c'est très chouette. Alors, pour la peine, j'y retourne avec beaucoup de plaisir. Parce que d'une part, j'ai encore de la famille là-bas, beaucoup d'amis, et surtout, c'est très très boisé. Donc c'est extrêmement apaisant, donc j'aime beaucoup y aller. Et on en reparlera, mais on a notre usine de production d'assemblage qui est là-bas, qui est en Haute-Marne. Cool. Mais surtout, j'ai eu une enfance heureuse, tu vois, dans une petite ville de province où j'ai manqué de rien. Et c'était très cool. Pareil, le lycée, le collège, j'ai encore des souvenirs de profs qui m'ont fait beaucoup de choses, qui m'ont appris beaucoup de choses, qui m'ont beaucoup marqué et qui m'ont donné le goût du travail d'une part et le goût de plein de choses sur les sciences. Et ça, on en reparlera, mais pas d'ailleurs, mais sur l'envie de redonner aussi en retour par rapport à ce que l'école de la République m'a donné moi. La chance qu'on a eue, on a la chance d'avoir tu vois, toute cette filière scientifique. C'est gratuit, enfin, pratiquement, quoi. Ça coûte rien, quoi. Et tu as la chance de pouvoir faire ça. Et c'est des exemples où l'ascenseur social peut encore marcher. Je sais que c'est beaucoup plus facile quand tu viens d'une famille aisée de pouvoir réussir, mais c'est quand même des endroits où des élèves modestes, issus d'un milieu modeste, peuvent réussir. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était bien. C'était une bonne chose. Voilà.
C'est cool, on devrait l'entendre plus souvent parce que c'est pas souvent qu'on fait des commentaires positifs sur notre système scolaire, on entend plus des critiques. Donc du coup, tu as adoré tes années en prépa à Nancy. Et une fois que la prépa finit et que tu dois trouver un travail, je suppose, ou rentrer dans une école, non déjà ? Bah ouais, c'est déjà rentrer en école. C'est rentrer dans une école. En gros, c'est facile, hein, c'est les concours et tu prends la meilleure que t'as. Enfin, parce que quand t'as pas d'idée, bah, tu prends la meilleure école que t'as. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir Centrale Supélec. Bon, ça, il y a pire. Mon père était très déçu, hein, c'est toujours avec son truc de Polytechnique. Mon fils, en plus, j'avais eu l'écrit de Polytechnique. T'as tenté ? Ah oui, t'as tenté, ouais. Mais bien sûr, j'ai tenté. Et, bon, j'étais pas si mauvais que ça, tu vois. Et donc, j'ai eu l'écrit de Polytech et de l'X et j'ai pas eu les oraux parce qu'ils prennent beaucoup de monde à l'oral et franchement j'étais pas assez bien classé pour l'avoir. C'est à cause de ton classement ou c'est parce que tu t'es vautré à l'oral ? Ah oui, c'était mon classement à l'oral qui a fait que j'avais pas eu des super notes, c'était pas suffisant. Et si tu veux, je me souviens que mon père avait vu que j'étais admissible et pour lui c'était admis, tu vois, et donc il était comme un fou. Je dis non alors il manque encore une étape. Il manque une étape et je savais très bien, hein. Mais par contre j'ai eu Centrale Supélec et à l'époque moi c'était Supélec, ça n'avait pas encore fusionné. Ouais. Et donc 99 je me retrouve sur le campus à Saclay. Donc, Orsay d'ailleurs, un peu plus précisément, Gif-sur-Yvette, je sais plus d'ailleurs, bref. Dans quelque part dans le coin de Paris. En tout cas, c'est le plateau du Moulon, c'est un truc desservi par le RERB, c'est complètement horrible. Ça fait envie. Ouais, mais par contre, le campus était juste génial. C'est-à-dire que l'école en elle-même est chouette, très chouette, hein, et surtout le campus, tu te retrouves avec des résidences où alors en première année, tu es dans des pioles par deux, mais en deuxième et troisième année, tu choisis et tu as les apparts de 6 au sein du campus. T'as 6 chambres qui donnent sur un salon qui est, tu vois, comme la place où on se trouve actuellement, et c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est Friends, quoi. Mais c'était incroyable. Vous êtes tournés, mais c'était top. Et tu vois, c'est des amis. Ces amis-là, c'est des amis pour la vie. Voilà, cet été, on fait le mariage d'un et on va se retrouver. Et vraiment, c'était super chouette. C'était aussi des très bons moments. Moi, à ce moment-là, c'était le contre-coup de la prépa où j'avais beaucoup bossé. Donc, du coup, je peux le dire maintenant, il y a prescription, mais j'ai fait le minimum pour valider. Ouais. Par contre, il y avait un truc qui était super cool. J'étais à la Sono à Supélec, et donc c'était la SOS qui faisait toute la sonorisation des soirées. Okay. Et comme à 20 ans, tu as un organisme qui fait que tu te dis, je suis invincible. Ça va aller. On alignait les soirées, les montages, les démontages, les soirées, tout ça. Donc, j'ai passé une vie assez nocturne pendant ces 3 années-là à Supélec. Voilà, mais très chouette. Vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses, rencontré beaucoup de gens. Et encore une fois, c'était intéressant. Il y avait des cours qui m'ennuyaient profondément, mais d'autres que j'ai trouvé passionnants, donc c'était vraiment bien. Et qu'est-ce que tu as appris qui t'a fasciné à Supélec ? Qu'est-ce que tu te rappelles de matières qui t'ont vraiment et qui t'ont peut-être aidé aussi à te décider qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Alors ça a été un peu des choix par élimination, tu vois. Non mais c'est déjà un truc, hein. Dans la vie, c'est quand tu n'as pas une idée claire de ce que tu veux faire, c'était par élimination. Bon, je me suis rendu compte que le code, c'était moi, on était fâchés, hein. Donc autant je comprends un peu les trucs, mais c'est vraiment pas un métier pour moi. Donc je me suis dit tout ce qui était lié à l'informatique, développement, tout ça, pas mon truc. Ouais. D'une manière générale, moi, ce qui me faisait triper, c'était des matières comme physique quantique, des choses comme ça, des trucs un peu évolués parce que t'es à la frontière entre les sciences et la philosophie. Ok, ouais. Et ça me passionne. Je vois, ouais. Voilà, donc c'est des choses qui je trouve incroyablement. Enfin, tu touches à l'intimité de la matière, de pourquoi le monde est agencé comme ça, et je trouve que c'est une profondeur incroyable, et c'est ça qui me fait absolument. Qui me hérisse le poil à chaque fois que des choses comme ça. Je trouve que c'est passionnant. Et donc, du coup, c'est ce type de matière-là qui m'intéressait, de modules ou de cours. Un peu moins les trucs très pratico-pratiques de l'ampli-op. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Et puis, j'avais fait une majeure en radiocom. Donc, ce qui était très bien pour comprendre, en fait, on était en 99-2002. En pleine émergence des réseaux de télécommunications pour les téléphones mobiles, hein, maintenant où on se dit c'est normal d'avoir la 4G voire la 5G partout. À l'époque c'était pas du tout on a oublié, mais c'était pas du tout le cas, et ce qui fait que tu avais toute la science de comment on développe dans une ville qui est bourrée d'obstacles un réseau, comment on étend un réseau pour couvrir le maximum de population d'une manière pragmatique. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Être ingénieur, c'est pas être le meilleur théoricien, ça s'appelle un chercheur, mais c'est être capable de trouver des solutions pragmatiques, pratiques,
qui vont pouvoir être déployés. Et ce truc-là, c'était, je trouve, le fait de où est-ce que tu vas mettre tes antennes, tes micro-antennes pour couvrir un bout qui était couvert par la topologie du bâtiment. Je trouve ça génial. Tu as des cours passionnants, tu fais la fête. Est-ce que tu as d'autres, à cette époque-là, tu as d'autres passions, tu as d'autres hobbies? Est-ce que tu as le temps d'avoir autre chose à côté? Parce que je te pose cette question en rapport à Nautilo Plus, qui est quand même axé sur la mer et tout ça. Est-ce que déjà il y avait un rapport avec ce que tu allais faire plus tard, ou pour l'instant pas du tout? Alors pas du tout. Alors si on fait le lien avec Nautilo Plus, en ayant un père qui est méditerranéen, on peut se le dire, le lien à la mer, il a toujours été très fort pour moi. C'est toujours été un truc qui m'a... qui a compté dans ma vie. J'avais la chance que tous les étés, on partait aux Baléares. Okay. On avait un petit bateau là-bas, tu vois, une petite barcasse qui s'appelait Gaspacho. Gaspacho. Ouais, tu vois, c'est mignon en plus. Hein. Et j'étais le roi du monde là, quand j'étais sur ce bateau. Tu vois, c'était incroyable. Je passais des heures dans l'eau. C'était ma vie, quoi. C'était ça. C'était de plonger avec masque et tuba, d'aller voir les fonds marins, de pêcher des oursins, tu vois, et de faire ça avec mon père. Alors il y a le côté aussi un peu la vie que tu as avec tes parents. Mais c'était super chouette et j'ai toujours eu cette relation avec l'eau qui a été un élément qui m'a beaucoup, qui est important pour moi et c'est venu un peu par hasard. Après avec Nautilo, je t'en parlerai sur la genèse, mais en tout cas c'était normal que ça résonne en moi et finalement une fois que ça s'est présenté à moi, que tu vois, j'ai eu envie de. Ouais, d'accord. Donc, tu es à Supélec, à un moment donné, les études, ça se finit. C'est On ça. est bien d'accord. Ouais. Et donc là, tu as ton diplôme. Yes. Tu l'as eu avec brio? Non, j'étais pas dans les... je l'ai eu exactement, j'ai eu le même diplôme que tous les autres Supélec et donc à ce moment-là, tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors le seul truc que je savais, c'est que je voulais justement pas faire un métier dans le dev et choses comme ça. Ouais. J'avais envie de connaître un peu le vaste monde de l'entreprise. Okay. Donc conseil. En mode, ok, ça paye bien, allons-y, allons voir ça. Et donc à cette époque-là, je me suis retrouvé, j'avais fait mon stage de fin d'études dans une boîte qui s'appelle PricewaterhouseCoopers, donc il y a un Big Four, donc un gros cabinet d'audit. Je me suis dit, bon ok, on va continuer là-dessus. Ils t'ont gardé quoi à la fin de ton stage? Ils m'ont fait une proposition. Bon voilà, c'est une boîte où tu as beaucoup de turnover, donc ils recrutent beaucoup de juniors et ils font pendant quelques années, après tu pars. C'était formateur. Mais assez vite il y avait un petit côté tu vois, j'aimais pas qu'on me dise des choses que je devais faire. Un peu anticonformiste et surtout en fait j'ai pas de problème quand on me dit de faire des choses quand ça me semble pertinent par des gens brillants. J'ai un peu plus de mal quand c'est les gens que j'estime un peu moins de considération, voilà, on va dire. Et c'était quand même un milieu qui était très formaté. Il s'écoutait beaucoup, les gens en train de dire la firme ou des trucs comme ça. Tu te dis mais arrêtez quoi, c'est juste un cabinet d'audit en France avec un nom américain ronflant dans une tour à la Défense. Alors, c'était pas trop mon truc, même si, enfin encore une fois, c'est un travail qui est très bien. En tout cas, qui t'a formé, qui t'a bâti, qui t'a construit. Il y avait plein de choses à en apprendre, mais ça n'était pas, on va dire, l'environnement. C'était pas un environnement dans lequel je m'épanouissais, on va dire. D'accord. Et ce qui est normal, ce qui est propre à chacun, c'est pas un problème. L'intérêt, c'est de se rendre compte et de se dire, ok, que ça ne va pas et de changer, quoi. Exactement. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon. Conseiller des gens alors que j'ai 2-3 ans d'expérience. Mais tu conseillais des gens, enfin c'était à la mission en fonction d'un sujet particulier ou... D'accord, ok. T'étais dispatché sur telle ou telle mission en fonction du besoin. En fonction des besoins, voilà, exactement. Sur des sujets particuliers dont tu te souviens ou non? C'était vraiment rien qui vaille la peine D'accord. Non, mais c'est pas studieux, ça pouvait être des sujets, tu vois, de revue de conformité d'un data center, des choses comme ça, c'est pas non plus... Il n'y a pas de quoi en faire un épisode de podcast, on va dire. Voilà. Mais si tu veux, c'était très intéressant. Un travail qui t'apprend la rigueur, qui t'apprend aussi, tu vois, suivre les ordres, machin, tout ça. Et puis après, j'avais envie de retourner, d'aller dans une vraie entreprise, dans le sens faire des choses d'un point de vue opérationnel pour... finalement, pour être de l'autre côté de la barrière, au lieu de donner des conseils, de dire maintenant je vais faire. Est-ce que quand tu parles du fait que tu avais un petit problème avec l'autorité, entre guillemets bien évidemment, est-ce que dans ta tête à cette époque, tu pensais un jour avoir ta propre boîte? Ah oui, ça tu vois, tu peux même... on avait fait quand on était
étudiant, on avait été interviewé, je crois, d'un truc qui était passé dans le Parisien ou un truc comme ça. Et c'était, t'avais un gros titre parce qu'ils avaient le truc, c'était Parole de presque ingénieur. Le titre, je me souviens très bien. Parole de presque et c'était marqué, il y avait un sous-titre, il y avait moi, c'était marqué à terme monter ma propre structure. C'était déjà écrit. Ah oui, d'accord, ok. J'avais déjà ça en tête. Alors franchement, c'est un truc. Mon père était profession libérale. Okay. Et tu vois, il m'a inculqué le goût de travailler pour ton compte, de te dire au moins tu bosses pour toi. Et je pense qu'effectivement, j'ai déjà d'une part besoin de liberté, c'est comme ça. Et il n'y a pas de problème à accepter les règles, hein, mais j'ai besoin de liberté. Et la meilleure façon pour moi de me créer cet espace de liberté et d'être responsable de ce que je fais, c'est finalement être mon propre patron. Donc effectivement, c'était quelque chose qui était important pour moi. Et ça fait très longtemps, effectivement, je pense que j'avais ça en moi. D'accord, que tu voulais devenir ton propre patron. Voilà, mais à cette époque-là, tu vois, en sortant de l'école, 2002, c'était pas du tout la Startup Nation, tu vois. D'accord. Non, mais c'était pas un truc qui était courant de monter sa boîte. Il y en a qui le faisaient, quelques-uns, hein, mais c'était vraiment pas la majorité. Et je me sentais pas du tout prêt. Clairement, c'était un peu trop tôt. Ouais. Exactement. Et je me disais, c'est bien de faire du conseil, c'est bien de faire de l'industrie, des choses comme ça. Ça va t'apprendre des choses qui pourront te servir par la suite. En gros, c'était me constituer une boîte à outils pour cette aventure, pour ces aventures à venir d'entrepreneuriat. Et ouais, c'est pour ça que j'ai fait ces choix-là et je trouvais qu'ils étaient pertinents pour cette carrière. Ok, donc tu quittes la défense ? Ouais. ouais, la libération. Ah, mais c'est horrible. Et comment tu trouves ton autre boulot ? Enfin, tu trouves facilement. Ouais, j'ai trouvé. Non, j'ai quand même pas mal cherché parce que je me cherchais aussi moi à cette époque-là. Donc j'ai pas mal cherché et finalement à ce moment-là. C'était milieu automobile parce que j'aimais bien les bagnoles. Tu vois, tu me demandais si j'avais des activités. Donc le truc de pilote de chasse qui est resté, la petite digression, c'est j'aime tout ce qui bourre. On pourra en reparler sur mes hobbies, mais j'adore tout ce qui bourre. Donc les voitures qui vont vite, vroom vroom, ça me plaît. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, les voitures me plaisaient et tu vois, je voulais un métier où ça soit pas du bureau d'études encore une fois, mais par contre il y avait le métier d'acheteur où il faut que tu comprennes ce que tu achètes et tu as une dimension de négociation économique. Et je trouvais ça hyper formateur et donc j'ai postulé chez Renault, j'ai été pris et je me suis retrouvé c'est VSF Villiers-Saint-Frédéric, voilà, c'est un truc comme ça, dans le fin fond du 78. Super formateur. Alors là, tu rentres dans la grande boîte, Renault, plus de 100 000 collaborateurs, à la pépère, hein, tu vois, c'est wow. Et j'étais embauché par un monsieur qui était un chef de projet achat sur le Master, tu vois, les grosses camionnettes. Il s'appelait Jean-Jacques Beauchamp, un gars super gentil, tu vois, qui m'a donné ma chance, qui a été, je trouvais ça vraiment très bien de sa part, qui était proche de la retraite. Et si tu veux, c'était marrant parce que tu avais dans ces équipes d'achat, tu vois, tu as un chef de projet et puis tu as une dizaine d'acheteurs. Et c'était un mix entre des vieux de la vieille qui venaient de l'île Seguin, tu vois, du truc là où qui avaient fait leurs armes sur les lignes et qui étaient montés, c'était leur bâton de maréchal d'être acheteur. Et puis des jeunes en costard cravate comme moi. Voilà, bac plus 5, les dents qui rayent le parquet. Et c'était un attelage qui était quand même assez baroque, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'était vraiment bien aussi. J'ai appris, c'était super bien. C'était pas trop la guerre ? Non, c'était pas la guerre. Non. Vous étiez vraiment une équipe, tu sais, parce entre acheteurs, je sais pas si vous avez des. Alors c'est pas comme entre traders où les gars essaient de se piquer les bons coups, je sais pas quoi. Non, là il y avait une vraie solidarité parce que surtout t'es sur un périmètre, t'es chacun sur un périmètre différent. D'accord, ok. Donc moi j'achetais les pièces électroniques du véhicule, du camion là. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Assez rapidement, on m'a basculé sur un autre projet qui était le Kangoo, donc la camionnette. Tu vois, on est resté dans l'utilitaire. Le Kangoo des postiers, non ? De la poste. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est que comme j'étais pas trop mauvais et qu'ils disaient que j'avais du potentiel, donc là, mon boss s'appelait Jean-Claude Lofi. Il avait dit tiens, je vais te mettre chef de projet adjoint sur des versions dérivées, c'est-à-dire des petites niches. Et il y avait notamment une version électrique justement pour les postiers. D'accord. Ah, ok. Voilà, donc on commence à travailler sur le véhicule, le Kangoo électrique. Donc tu vois, on est en 2010, donc c'est un moment où même un peu avant, en 2008, on est à un moment où c'est pas du tout encore à la mode l'électrique. Et Renault a cette intuition, Carlos Ghosn, on peut en parler, hein, il a cette intuition et il dit non mais l'avenir est électrique.
et on prend une décision de l'entreprise, c'est un core business. Je me souviens des comptes rendus de comité de direction de Renault, où la voix du patron, c'est un core business, il faut y aller. Visionnaire, hein, tu vois, on a beau dire sur lui, il a fait ce qu'il a fait. Oui, avec les derniers. Voilà, mais si tu veux, il y a eu une équipe, hein, c'était pas le seul, mais il y a eu une équipe autour pour dire c'est l'avenir et on y croit. Et alors tous ceux qui dopent sur Renault, souvenez-vous quand même que c'était les premiers, la Zoé, donc tout ça c'était à l'époque en 2010, voilà, quand ça s'est lancé. Visionnaire, oui. Très très visionnaire. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait un directeur de programme, donc qui est au-dessus, qui supervisait tout le programme en fait, et qui était le chef de projet en chef, quoi, on va dire. Qui s'appelait Jean-Christophe Kugler et qui m'a appelé un jour et qui m'a dit Nicolas, est-ce que tu veux faire que de l'électrique, tu vois, et donc ça voulait dire changer de paradigme et créer une nouvelle équipe autour vraiment que de véhicules électriques. Et tu vois, je me souviens très bien de ce coup de fil. C'était des moments dans ta vie qui sont décisifs. Qui te marquent. Voilà, exactement. Et ce moment-là, et je me souviens et je lui dis ouais, ok, bien sûr. Et donc on part là-dessus. Donc mes collègues de l'époque m'appelaient Zébulon en disant Zébulon il va faire de l'électrique, c'était rigolo. Et puis mine de rien, notre petit truc ça prend de l'ampleur parce que donc tu avais le Kangoo électrique, tu avais L38 qui était un véhicule que maintenant plus personne ne se souvient, mais c'était un truc qu'on avait avec un partenariat avec un Israélien qui s'appelait Shai Agassi pour une boîte qui s'appelait Better Place. Bref, je mets ça de côté parce que ça va pas évoquer beaucoup de choses chez les gens. Je pourrais mettre une photo parce qu'il y aura un article qui sera dédié à Nautilo Plus sur le site internet de Slide. Je mettrai une photo du véhicule pour... Exactement. Et puis tu avais donc la Zoé et Twizy. Voilà. Et donc il y avait tout ça. Twizy, c'est le petit truc à 4 roues. Sans permis, non ? C'est ça, exactement. Mais qu'on voit, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bien sûr. Ah, mais déjà il y a... Ok. Bien sûr, ça met du temps pour sortir. Oui. D'accord. Donc c'était ça l'idée. Donc je me suis retrouvé très rapidement avec une équipe, il y avait 30 personnes. J'avais 30 ans. 30 personnes, des dépenses d'achat assez considérables. Et c'était une opportunité, mais parce qu'on était une start-up au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que tu avais finalement sur les véhicules électriques. Il fallait tout créer, quoi, en fait. Il fallait tout créer. Il y avait une centaine de personnes au tout début qui bossaient là-dessus, même pas 50, et puis plus 100 et tout ça. Et après, ça a grossi, mais si tu veux, il y avait cet esprit de start-up du début, des premiers qui font tout. Tu vois, où tu lances un nouveau business, quoi. C'est un nouveau paradigme pour l'entreprise, tu lances ça. Moi, spécifiquement sur les achats, c'était, on se rend pas compte, mais un véhicule électrique, il y a tout qui change. Il n'y a pas que le moteur qui est un moteur électrique. C'est par exemple ton chauffage, un truc trivial. Tu tournes la manette le matin pour avoir du chaud. Tes calories, elles viennent de ton moteur à combustion qui chauffe de l'eau qui vient circuler. D'accord. Comment tu fais quand tu as un moteur électrique, tu n'as plus de moteur à combustion ? Il y a des trucs comme ça. Pareil, le freinage. La dépression que tu as qui t'aide à l'assistance au freinage, c'est la dépression qui est faite par le moteur thermique. Moteur électrique, tu n'as plus ça, comment tu fais ? Donc tous les systèmes en fait sont impactés. Faut tout repenser. Tous les systèmes qui te semblent acquis, genre j'appuie sur ma pédale de frein, ça marche. Non, ça marche pas comme ça. Et il faut tout repenser. Il fallait donc réacheter, plein de nouvelles familles de composants qui n'existaient pas. Et c'était ça qui était passionnant, parce que du coup, tu allais voir des équipementiers automobiles. La plupart du temps, ils ne savaient pas faire. Si tu veux, ils étaient habitués aux véhicules thermiques. Ils se disaient, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Donc, il fallait sortir de ce terrain-là, aller voir ailleurs, sortir des chemins battus pour aller chercher des nouveaux fournisseurs. Et c'était génial. Alors, en plus de ça, il y avait le côté aussi culturel, parce que c'était censé être un projet d'alliance avec nos amis de Nissan, avec le chauvinisme des Japonais, qui est vraiment quelque chose d'assez exacerbé. Très compliqué, fierté de la nation, fierté de la nation. On l'a vu dans l'affaire Ghosn, il s'est quand même fait bien bananer parce qu'il voulait pas de la fusion Nissan. C'est ça qui s'est passé. Et si tu veux, tout ça a fait que ce côté culturel très fort où il fallait se battre en interne avec notre partenaire de Nissan. Voilà. On se bat avec notre partenaire. C'était en tout cas de l'incompréhension. Faut pas dire se battre parce que j'ai encore des anciens collègues là-bas de l'Alliance qui vont bondir. Sinon, mais si tu veux, c'est de se dire c'est arriver à travailler en bonne entente avec ça. Arriver aussi à créer ces nouvelles commodités, encadrer aussi, lancer quelque chose finalement qui est nouveau et tu as ta vision. Moi, je l'avais dans les tripes, je pensais que c'était quelque chose d'important pour la planète, tu vois. Et pour autant, faire en sorte qu'il y ait des gens qui croient là-dedans et pour que ça devienne quelque chose de tangible. Et c'était pas évident, mais c'était quelque chose qui m'a extrêmement formé.
Mais alors après, il y a le côté de l'énorme entreprise qui est revenu, c'est-à-dire que un beau jour, donc j'avais mon N+1 qui était un directeur des achats et ma N+2 qui était la directrice des achats, Odile Desforges. Odile Desforges a été nommée à la direction de l'ingénierie, donc elle a changé de direction. Le nouveau directeur des achats, mon N+1, il l'aimait pas trop, donc il l'a un peu placardisé, pas méchamment. Et du coup, j'avais plus mes sponsors. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont mis un chef à ma place en me disant il va t'apprendre beaucoup de choses. Donc le mec, on te met quelqu'un à ta place, on te dégrade en gros, en te disant voilà, donc ça s'est pas très bien passé, j'étais pas très heureux avec ça. Et le coup de grâce, ça a été quand le RH du coin m'a dit écoute Nicolas, voilà, ta progression a été trop rapide ces dernières années. Maintenant par rapport à nos courbes, il faut qu'on te fasse revenir dans les courbes. Sinon, c'est pas possible parce qu'on peut pas gérer les gens qui sont en dehors des courbes. Super management. Ah ouais, non, mais voilà. Dis donc, non, mais tu fais trop bien tout taf. Est-ce que tu pourrais un peu ralentir parce que c'est un peu gênant? C'est ça. Donc, si tu veux, c'était le constat à ce moment-là, c'est j'ai plus envie, tu vois. J'avais beaucoup donné pour ça. J'avais bossé plus que de raison. Hein. Tu faisais beaucoup de voyages aussi, je suppose, non? Ouais, je faisais des voyages aussi pas mal. Ouais, c'était assez sympa. Tu vas dans des lieux un petit peu du fin fond de l'Europe, là où tu démarres des usines, des trucs comme ça. C'est assez sympa. J'ai 2-3 anecdotes à raconter avec ça. Ah bah je suis toute oui. Ouais. Un coup, on était faire une espèce de tournée. Une tournée des Grands-Ducs en Pologne, Slovaquie, dans des endroits un peu sympas. J'adore la Pologne, c'est vraiment mon pays de cœur. Mais... là, c'était sympa. On était allé à Gdansk, c'est pas si moche que ça. C'est super beau. Avec Sopot, tout ça à côté. Non, c'est très Sopot, c'est un peu en plus les trucs balnéaires, les stations balnéaires des Russes. Ouais, c'est ça. Et si tu veux, c'était quand même chouette. On s'est retrouvés à un moment donné, je crois que on était à Cracovie. On était en costard, on était pressé pour prendre l'avion et évidemment sur un pont, paf, tu crèves et tu dois changer ta roue au milieu du pont avec les voitures qui te frôlent à 5 cm, toi en costume, t'en as plein les mains. Voilà, ce genre de truc où tu te dis vie de merde. Voilà, et puis tu arrives finalement, on n'a pas eu notre avion évidemment, donc on a été obligé de reporter. Bon bref, mais c'était assez rigolo, c'est le genre de truc qui te forme un peu, c'était marrant. C'est l'aventure. C'est l'aventure, ouais. Ça, l'aventure en Pologne, tu m'aurais dit on était au Nicaragua, au fin fond de la jungle. Je t'aurais dit c'est peut-être un petit peu plus. Non, oui, tout à fait, ça reste très mesuré. Mais en tout cas, c'était rigolo et tout ça, surtout j'ai beaucoup appris sur comment tu industrialises un produit complexe. Et donc c'était une super expérience, mais le constat en 2010, c'était il est temps d'aller voir ailleurs. Ouais. Voilà. À ce moment-là, je me suis dit lancer ma boîte, toujours pas. J'ai pas l'idée, donc j'ai toujours pas l'idée. Donc t'avais pas d'idée, donc tu savais pas quoi faire, d'accord. Je savais pas comment faire, tu vois. Il y avait pas de truc, il y avait pas tout comme maintenant où t'as quand même plein de ressources en ligne qui te donnent accès à plein de choses pour comment tu montes une boîte, quoi. Ouais. Ça n'existait pas, les communautés n'existaient pas, les incubateurs n'existaient pas, enfin tout ça, ça n'existait pas du tout. Ouais. Donc tu dis ok, c'est pas grave, on va avancer. Je retourne dans le conseil en stratégie, Kearney, très belle boîte. Qui est basé où? Toujours en région parisienne? Non, là c'est à Paris Centre. Là c'était le Paris, le sympa. Ouais, c'était à côté du parc Monceau, donc oui, d'accord. Rue 44 rue de Lisbonne, c'était plutôt sympa. Et donc là, je fais 3 ans là-bas sur place. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà, c'est toujours sur des missions à la mission. Ouais, à la mission. Voilà, donc c'était très bien, très formateur. Il y a un moment où en gros ça a commencé à mal aller dans mon couple à ce moment-là. Et si tu veux, c'est un métier qui est hyper prenant où il faut que tu aies 100% de ton énergie parce que tu fais beaucoup d'horaires, des nocturnes, des choses comme ça. Et juste là, à ce moment-là, j'avais envie d'essayer de sauver mon couple. J'ai pas réussi, hein, je lève le teasing tout de suite, mais bon, j'ai pas réussi. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était important et j'avais pas. Fallait que tu te concentres sur ta vie privée. Exactement. Donc c'était pas possible. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que le truc, ça s'est terminé, mais voilà, parti. Il y avait pas sans animosité. Pas d'animosité par rapport à ça. J'avais fait le tour de ce que j'avais. Je serais bien resté, si tu veux, en temps normal, hors situation, on va dire, personnelle. Je serais bien resté encore quelques années de plus, mais bon, voilà, c'est comme ça, et puis c'est la vie qui a des plans pour toi. Ouais. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'en 2013, donc, c'était une année où, voilà, sans rentrer trop dans le détail, mais essayer de sauver un mariage qui battait de l'aile pendant une grosse année.
Et puis 2013, c'est le constat que bon, ça va nulle part. Il est temps de mettre un frein à tout ça, une fin à tout ça. Et l'idée à ce moment-là, c'est, tu vois, j'étais à Paris pendant toute cette période-là, hein, donc oui, de 2002 à 2013, pardon. Et ben, c'est de dire, allez, balle neuve. On change de vie. On change de vie. J'ai jamais été. Alors, j'aime beaucoup Paris pour voir des amis, me balader et tout. Y vivre, beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est bien le Paris, c'est quand tu fais des déplacements professionnels qui passent 2 jours, tu es trop content de retourner dans ta province. C'est exactement ça. Parce que c'est plus sympa. Je sais plus qui disait. Quand je vais à Paris, le meilleur moment, c'est quand je remonte dans le train. Voilà, c'est un peu le truc. J'aime beaucoup y aller, mais comme ça et pas y vivre. Et puis donc je me posais la question de me dire où est-ce que je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Tu vois, enfin tu te fais en gros. J'ai envie de changer, mais vers où ta femme te quitte, t'as envie de te barrer, t'as perdu ton boulot. Enfin t'as perdu ton boulot. T'es en train de partir de ton boulot. Tu fais quoi? Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon, allez, balle neuve, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai dit ok, déjà d'une part métropole de province, donc je vais pas, il me faut une ville quand même assez grosse. Donc il y avait des villes comme Lille, comme Lyon, comme. Tu voulais pas aller à Chaumont? Non, je voulais pas aller à Chaumont parce que pour la peine, même si encore une fois j'aime beaucoup y aller pour me reposer. Tu vois, économiquement, tu vois, c'était pas, je me sentais pas d'affinité avec ça, donc c'était pas, enfin, voilà, ça me semblait un peu trop fermé pour monter un business, par exemple, tu vois, des choses comme ça, sur des trucs un peu de technologie, parce que c'était un peu ça que j'avais en tête. Bon, donc non, et puis ce qui s'est passé, c'est que tu vois, on était sur un circuit, alors là on parlait de nos activités, on était sur un circuit avec mon futur patron qui s'appelle Ludovic Busato. On était en train de tourner comme des crétins, donc avec nos voitures, à faire vroom vroom. C'était quoi comme voiture? Est-ce que tu t'en souviens? Là, à l'époque, 2013, je devais avoir un Speedster turbo. Donc, et à toi? C'est ta voiture? Bien sûr. Ah d'accord, ok. Ouais. Non mais je sais pas, tu peux Non, c'était ma voiture. On t'a offert une box. Sensation. Non, c'était moi j'avais un Speedster turbo, donc qui est une voiture basse qui fait un truc qui fait 250 chevaux pour 800 kg. Et un gros kart, quoi, très très bien. Et on était sur une piste d'essai de Michelin à Ladoux. C'est une piste qui est mouillée, tu vois, il y a des petites bus qui t'envoient de l'eau et ça t'amuse. Et en fait, c'est pour faire les essais sur une piste mouillée. Et donc, tu t'amuses à drifter, quoi. Donc, c'est super drôle. Et je me souviens très bien, il faisait super chaud et tout. Et puis mais tu passes une capacité pour. Pardon, excuse-moi, je te coupe, mais tu peux y aller avec ta voiture. Exactement. Et il suffit que tu sois assuré. En général, c'est des clubs qui organisent ce qu'on appelle les track days. D'accord. Et tu peux faire ça moyennant finance et tu mets ton casque et puis c'est parti, quoi. Okay. Donc c'est n'importe qui peut y aller et c'est gentleman driver, tu y vas, c'est pas une compète, tu essaies de respecter les gens avec qui tu roules et puis voilà. Avis aux amateurs. Complètement. Et donc, il m'a dit, écoute, voilà, il me disait qu'il cherchait un manager dans son cabinet. Tu le connaissais, c'était un ami à toi? Ouais, c'était un ami, du coup, on s'était connus par les bagnoles, justement par ce club, on était tous les deux au même club d'auto, et ça faisait plusieurs années qu'on tournait, qu'on se connaissait, ça faisait 9 ans qu'on se connaissait. Puis il m'a dit, je cherche un manager à Lyon, je lui ai dit, écoute, allez banco. C'est parti, et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc, dans un petit cabinet de crédit impôt recherche qui s'appelle ICEOS, qui était l'endroit où je suis arrivé. Donc j'étais à un moment de ma vie où clairement j'avais envie de moins bosser. J'avais envie de. Ça fait sourire, mais j'avais envie. Souffler. Ouais, de souffler. J'avais besoin de reprendre mon souffle, tout simplement. De souffler, de te ménager un petit peu. Ouais, et de me poser pour réfléchir. Ce que j'ai fait, c'était quelque chose. C'était une période où je me suis permis de prendre du temps pour moi, de moins m'investir dans mon travail, enfin de faire mon boulot, mais pas plus que ça. Et surtout de découvrir la ville, parce que tu vois, j'étais tombé amoureux de Lyon, c'est une ville qui m'a beaucoup plu, enfin qui me plaît toujours d'ailleurs beaucoup. Et donc de profiter de ça, voilà, d'essayer de profiter de la vie, d'essayer de profiter de mes enfants. C'est rigolo ce que tu dis parce qu'il y a un épisode de Slice qui est sorti aujourd'hui, le numéro 7, avec Robert Glémaud, et il y a toute une partie où il parle de l'importance du bien-être d'un chef d'entreprise qui doit prendre soin de lui, parce qu'il raconte une anecdote avec une jeune femme qui était toute contente de lui dire « Ah, je travaille même le samedi et même le dimanche ». Et il lui a dit « Bah t'arrêtes ça tout de suite, parce que t'as de la famille, t'as tes enfants, et donc il faut que tu te ménages et que tu prennes soin de toi pour être au top pour tes équipes et puis pour ton entreprise, parce que si t'es fatigué, si t'es déprimé, etc., ça va pas bien rouler sans que tu sois dans ton bien-être et en bonne santé, quoi.
Complètement. Non, mais c'est exactement ça, et c'est très important de prendre du temps pour soi et de se. Enfin, en tout cas, moi je pars du principe que tu as des piliers dans la vie. C'est-à-dire que si tu n'as qu'un seul pilier, par exemple les gens qui sont monomaniaques sur leurs enfants, leur travail, leur conjoint, leur religion, c'est pas bien parce que quand ça s'écroule, c'est terminé, tu n'as plus rien dans ta vie. Et par contre, si tu as plusieurs piliers dans ta vie, quand il y en a un qui se casse, qui se fissure, tu as toujours tous les autres. Exactement. Et c'est ça qui est important. Et si tu veux, il a fallu. J'ai commencé, si on rentre sur des choses un peu plus intimes, tu vois, la période où je me suis séparé de ma femme, ça a été une période aussi où j'ai commencé à me connaître moi-même. Voilà, pour pouvoir faire les choses, c'est-à-dire commencer à prendre conscience de ce qui m'allait, ce qui m'allait pas dans la vie, de qui j'étais, de juste me poser ces questions-là et de m'écouter et de pas bourriner comme un âne en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, de courir après des carottes, mais de se dire qui je suis et c'est quoi mes besoins. Voilà, de commencer à m'écouter. Et donc tout ce travail-là a été fait aussi. Donc quand je suis arrivé à Lyon, j'ai pu aussi consacrer du temps à ça pour essayer de me découvrir, de faire des trucs un peu alors que j'étais une personne très cartésienne, de me permettre d'aller voir des numérologues, non, mais tu vois, c'est marrant, mais de tester d'autres choses, quoi, de voir, faire exactement, et de te dire expérimenter complètement pour dire ça me plaît pas finalement, ou alors c'est super cool comme expérience. Voilà. Et qu'est-ce que ça m'apprend, en quoi est-ce que ça résonne en moi, toutes ces choses, est-ce que ce sont des choses intéressantes ou pas. Voilà, et c'est comme ça, et ça a éveillé, ça a été une période, ça a changé fondamentalement, c'est que j'ai moins eu peur de me planter. C'est-à-dire que il n'y a pas d'enjeu, j'étais pas là pour faire, tu vois, par rapport à je fais plaisir à papa en ayant Polytechnique ou pas. Non. Là, c'est pour moi. Enfin, en gros, finalement, l'enjeu qu'on a dans nos vies, c'est nos vies. La vie est une aventure personnelle et c'est même une aventure qui est solitaire. Si tu veux, tu vis, oui, on est en interaction avec plein de gens, souvent d'une manière un peu maladroite, parce que si c'est une interaction à travers des réseaux sociaux, j'appelle pas vraiment ça des grosses interactions, mais si tu veux, c'est surtout que la plupart du temps, tu es seul avec toi-même. Et les ressources, tu vas les puiser en toi. Donc si tu ne te connais pas déjà toi-même, que tu ne t'aimes pas déjà toi-même, comment tu veux faire du bien autour de toi ? Enfin, je veux dire, c'est un truc qui est fondamental, et tout ça, je l'ai appris en me prenant des baffes dans la gueule. Et c'est la vie qui m'a appris ça, et j'avais besoin de passer par là. T'as des chemins de vie où c'est compliqué par moments, c'est comme ça. Moi j'avais besoin de ça, ça m'est arrivé, je me suis tout pris dans la gueule, comme je te l'ai dit, mais j'en avais besoin. Et je vais te dire, c'était une renaissance. Quand je suis arrivé à Lyon, ça a rendu beaucoup de choses possibles en moi, il y a eu des déclics qui se sont faits, j'ai pu faire les choses bien mieux, j'ai pu être un meilleur père, j'ai pu être, je pense, un meilleur ami, j'ai pu être un meilleur conjoint, je pense. Et j'ai pu être un meilleur, alors patron c'était pas encore le cas, mais en tout cas professionnellement, non mais ça m'a apporté des choses, voilà, même si on est toujours dans une quête de s'améliorer, mais en tout cas ça m'a apporté des choses, et ça c'était très bien, et c'était quelque chose, même si ça s'est fait dans la difficulté par moment, et que c'est un processus qui a été long et qui continue toujours, mais en tout cas ça m'a beaucoup aidé, voilà, dans ma vie personnelle. Tu devrais devenir coach. Ouais. Coach en bien-être, pour booster les gens. C'est me coacher déjà moi-même, il y a déjà du boulot. Il y a déjà un chantier là, les gars. Voilà. Ils ont quel âge tes enfants ? Ils ont 15 et 12. Vincent et Héloïse. Ouais, ils sont grands. Vincent et Héloïse. Ah oui, c'est déjà des ados quoi. C'est des ados. C'est des ados. Donc tu arrives chez Ilseos et tu fais quoi donc chez Ilseos ? Du crédit impôt recherche, donc c'est en gros accompagner les entreprises pour dire il y a ce dispositif là qui permet peut vous aider, qui permet finalement moi je trouve ça très vertueux comme niche fiscale, le crédit impôt recherche, parce que c'est comment la France a eu un moyen validé par l'Europe de faire en sorte que le coût du travail pour des chercheurs soit moins important que le coût du travail standard en France. Voilà, donc quelque part c'est un moyen d'équilibrer les charges sociales qu'on dit toujours trop importantes en France, le coût du travail trop important, et ça a été validé par l'Europe. Donc tant mieux, ça permet à plein d'entreprises, dont Nautilo Plus, parce qu'on est une boîte tech, on en parlera, mais ça nous a permis de faire plein de choses par rapport à ça, et ça permet à plein d'entreprises juste simplement de vivre, ça permet de faire beaucoup de choses. Donc c'est bien, le crédit impôt recherche, c'est une bonne chose, et donc on a avancé comme ça. Moi j'en ai fait 3 ans, clairement on va dire que
j'ai fait ce que j'avais à faire, mais c'était pas le truc où je me suis dit je vais révolutionner le crédit impôt recherche, très clairement. Et puis ce qui s'est passé, c'est que au bout de 2 ans, tu vois, je commençais à me tortiller un peu les fesses sur ma chaise, et ces envies d'entreprendre, ça me titillait, tu vois. Je me disais, ça y est, c'est maintenant, tu vois. Ah ouais, là t'étais... Mais tu vois, c'est en lien avec le cheminement dont je t'ai parlé, c'est tout ça, ça se met en place progressivement, et tu te sens, t'as le déclic, et tu te dis, c'est maintenant, faut y aller. D'accord, mais il faut y aller, mais t'as ton idée, tu sais ce que tu vas faire ? Pas du tout. Mais c'est ça qui est génial. Je veux faire quelque chose. La vie, tu vois, il y a un truc qui s'appelle, les Grecs appelaient ça le kairos. Ouais. Le kairos, c'est le petite divinité avec une queue, une longue queue de cheval comme ça qui passe devant toi. C'est l'opportunité. T'as 3 possibilités. Soit tu le vois même pas, l'imbécile heureux, voilà. Bon, pas très bien. Après, il s'en rendra jamais compte qu'il l'a raté. Bien sûr, exactement. Donc c'est pour ça que je te dis, il est heureux. Il c'est l'imbécile heureux. Voilà. Soit tu le vois, mais tu le saisis pas, les regrets. Et là, voilà. Et après, sinon, c'est tu le saisis. Et vogue la galère. Et donc, c'était ça. Si tu veux, à un moment donné, il y a eu une opportunité. C'est par un ami qui s'appelle Antoine Level, qui est donc un de mes copios, la Supélec, tu vois, comme quoi, qui a monté, lui, une entreprise qui fait des drones aériens. Et lui, il m'a dit, écoute, il y a donc un studio de start-up qui s'appelle Startup Maker. Ouais. Qui cherche, ils ont un projet de drone sous-marin et ils cherchent un entrepreneur, quelqu'un pour lancer la boîte. Donc le modèle de studio de start-up, c'est de te dire, on amène une idée, on amène une équipe pour t'aider à kickstarter la boîte. En contrepartie, on prend une partie du capital et tu peux et toi tu deviens CEO de la boîte. Voilà, c'était ça l'idée. Donc si tu veux, quand ce truc-là s'est arrivé. Et quand on te parle de drone sous-marin, est-ce que toi t'as déjà touché du doigt ? Non, pas du tout. Drone aérien non plus. Si tu veux, le truc, non, mais c'est ça qui est bien, c'est que dans la vie, c'est bien de faire des due diligence, d'auditer les choses et tout. Mais le gut feeling, c'est ce qu'il y a de plus important. Écoute tes tripes, écoute ton cœur. Si ton cœur te dit d'y aller, mais vas-y, ne te pose pas 36 000 questions. C'est quoi le risque ? Le risque là, c'est, tu vois, j'avais pris bien gentiment, mon ancien employeur m'avait proposé une rupture, j'avais négocié une rupture conventionnelle, donc c'était très bien. Le risque, je prenais du chômage, voilà, et je retrouvais un job, faut pas sortir de ce Centrale Supélec à 35 ans, c'est quoi le risque, quoi, faut arrêter, quoi. Donc il faut y aller, il faut s'écouter, il faut y aller. Tu vois, c'est le fameux mot de Steve Jobs dans son fameux discours qui dit don't settle, tu vois, si tu t'embêtes, ne t'empaisantis pas, avance, pas de l'avant, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été de l'avant, j'ai été rencontrer les gars, on a discuté, on s'est reniflé un peu les vestes pour dire voilà. Excuse-moi d'être trivial. Ils sont basés où eux ? Ils sont à Grenoble. Ils sont à Grenoble, d'accord. Et donc ok, et je me dis ouais, ça a l'air vraiment génial, j'ai envie de faire ça. C'est une belle idée. C'est une belle idée. On s'est rencontrés en octobre 2015. J'ai négocié donc une rupture conventionnelle début 2016 et février 2016 j'étais à plein tube, ou mars 2016 j'étais à 2016 pardon, j'étais à plein tube sur Nautilo. D'accord. Et donc Studio Maker, eux donc ils ont cette idée. Startup Maker, ouais, ils ont l'idée. Pardon. Non, c'est pas grave. Startup Maker. Donc eux ils ont cette idée de drone sous-marin et j'imagine que dans leur je sais pas moi, c'est une succursale, pas une succursale, mais dans leur entreprise, dans cet accélérateur, il y a toutes les comment ça s'appelle, tous les métiers dont tu peux avoir besoin pour monter la boîte. Alors justement non, et non mais c'est passé, tu vois, j'en parle, ils sont toujours actionnaires, donc je vais faire un peu gaffe de ce que je dis, mais ils sont on va dire, ils avaient des grandes ambitions, ils n'avaient pas forcément les moyens de leurs ambitions. D'accord. C'est-à-dire que autant je pense qu'il y a des studios de start-up pour lesquels ça marche très bien, je pense à eFounders, ces choses comme ça, où visiblement ils ont vraiment une équipe qui arrive à faire tourner le bousin et ça apporte beaucoup. Là, ils avaient des gens qui apportaient des choses sur un certain nombre de briques et c'était intéressant et ça nous a beaucoup apporté. Sur d'autres, c'était, on va dire, un peu plus contestable, pour parler d'une manière très tranquille, politique, voilà. Politiquement correct, c'était plus contestable. On s'est un peu frité là-dessus. Mais voilà, c'était. Et par exemple pour la structure, parce que tu vas monter une boîte, ok, c'est cool, mais structure juridique, expert comptable. Alors ça, ils m'ont laissé me débrouiller, c'était pas le problème. D'accord, mais c'est dans on va dire dans la table de capitalisation. D'accord. On va dire qu'ils sont, si c'était à refaire, je n'accepterais pas le deal. Voilà, pour parler des choses comme ça. On pourra couper si tu veux. Ah non, pas du tout. Je m'en fous. Alors je veux dire, j'ai été très clair par rapport à ça et c'était un sujet. Enfin, le truc, c'est de dire, si c'était à refaire, je ferais pas pareil. Maintenant, depuis, il y a eu des levées de fonds et des mécanismes de révolution qui ont été mis en place. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire de la boîte. On s'en fiche, quoi. C'est pas grave. Faut jamais regarder dans le passé. D'accord. Le passé, c'est le seul truc sur lequel tu ne peux pas influencer.
Le seul truc sur lequel tu peux influencer, c'est le présent et l'avenir. Donc tout le reste, c'est derrière. Faut en apprendre, faut apprendre de ses erreurs du passé. Mais par contre, bon bah voilà, c'est passé quoi. Et donc tu cofondes Nautilo Plus, parce que Nautilo Plus, donc déjà comment vous avez trouvé le nom? C'est après. Alors ça, tu vois, ça fait partie du legacy de Startup Maker. D'accord, ok. C'est pas nous qui avons. Mais le nom, je le trouve cool, tu vois, pour la peine, ça fait écho, tu vois, Cousteau, tout ça. Il y avait quand même 20 milieux sous les mers. Il y avait quand même quelque chose. Avec ça, il y avait aucun problème. Nautilo Plus, c'était cool. Il y avait ce petit côté techno avec le plus, comme ça, tout ça. Et puis, et le nom du produit iBubble aussi, qui était, je trouvais inspirant, qui était bien, qui était chouette, qui était un joli nom. Et ça faisait partie des bagages, tu vois, qui étaient dans les trucs où vous avez commencé à réfléchir à tout ça. Et si tu veux, sur la question du co-founder, comment ça s'est passé, c'est que, en gros, ils nous ont présenté. Ils cherchaient. Moi, j'étais le profil plutôt tech. Tu vois, j'étais CTO au début de la boîte, en plus d'être CEO. Et puis Benjamin était le profil plutôt marketing vente et le plongeur. Voilà, et c'était surtout le gros plongeur du truc. Et voilà, on commence à travailler, on se présente. Bon, je me dis bon bah pourquoi pas, allons-y. Pareil, on va en parler parce que Benjamin a été révoqué de son mandat l'année dernière, donc tu vois, c'est pas un fait, hein, c'est un fait, si pardon, c'est pas un secret. L'idée c'est que au début, je savais pas, c'était à refaire. Je ferais peut-être les choses un peu différemment, mais pas de regret. Encore une fois, c'était une aventure. Ça s'est passé comme ça, et puis c'est tout. Le nombre de fois où tu as des co-founders qui s'entendent plus au bout d'un moment, c'est quelque chose d'assez fréquent finalement. Après, l'important c'est que les choses aient été bien faites pour que la séparation se passe de façon la plus. Exactement. La séparation s'est passée le plus, on va dire, respectueusement possible. Il y a toujours un peu de friction, c'est jamais machin, mais ayant déjà vécu un divorce, c'était toute épreuve. Voilà, c'était finalement pas si compliqué que ça. Il n'y avait pas d'enfants au milieu, enfin si, il y avait Nautilo, il y avait quand même Nautilo. Mais on va dire que bon, ça a été plutôt transparent pour Nautilo, donc ça a été. Donc on s'est découvert comme ça. Donc tu te retrouves à Grenoble dans le local de Startup Maker en train de te picoler avec ton futur associé et te dire bon bah comment on va faire ça. Ça parce que c'est la question que je me pose. Donc ok, il y a une idée, on te présente Benjamin du coup pour devenir cofondateur de Nautilo et du coup il y a rien qui existe, j'imagine. Non, il y a rien qui existe. Il y a pas de techno, donc là c'est un peu genre alors, on commence par quoi? Exactement, comment on fait C'était le truc le plus compliqué pour moi au début, c'était de se dire par quel bout tu le prends. Parce que tu as tous les sujets en fait. Tu vois, tu as la finance, donc dans la finance, en plus, tu as les subventions, tu as la compta. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça quoi? Et puis après la tech, qu'est-ce qu'on développe, comment ça marche. En plus, tu as le bon goût de faire un drone où tu fais du hardware, de l'électronique, de l'intelligence artificielle, du soft embarqué. Enfin, c'est dans l'eau aussi, donc tu as des contraintes. Exactement, donc au début c'était surtout ça, c'était de se dire comment on prend toutes les choses. Et là c'est vrai que Startup Maker a bien aidé sur la structuration, en tout cas sur comment regarder les premières choses à regarder, etc. Ça c'était bien, c'était intéressant. Et puis au fur et à mesure, en fait en 2016, on a commencé à recruter des personnes. Alors l'entreprise, donc il y avait le local de Startup Maker à Grenoble. Mais en gros, le nerf de la boîte, c'était mon appartement sur les quais de Saône. Alors c'était très rigolo. Il faut que tu te figures le truc. On était vraiment à la mode Steve Jobs. C'était dans le garage, c'est-à-dire que oui, il y a eu un bac d'eau dans mon garage pendant un certain temps. Mais surtout, c'est que tu rentrais dans mon appartement, tu avais la cuisine en face où tu avais le mécanicien et les mécanos qui étaient en train de bricoler des prototypes et de me scier mes chaises au même passage. Très bien. Dans l'entrée, tu avais notre électronicien qui faisait de la soudure. Le salon, c'était la salle de réunion avec des Trello de partout. Enfin bon, c'était génial. La chambre de mes gosses, ils avaient rabattu le lit et puis c'était les softeux qui codaient dedans. La salle de bain, évidemment, c'était le lieu de test des drones, du prototype. Alors la baignoire, les gars. Voilà. Et ça a duré pratiquement un an quand les premiers qui sont arrivés en septembre 2016 jusqu'en les premiers employés, jusqu'en juin 2017, tu vois, donc presque un an. On a fini à 10. Et le moment où j'ai dit que c'était trop, c'est quand je me suis retrouvé à dormir avec un prototype à côté de moi. Là, j'ai dit non, il faut arrêter les conneries, les gars, c'est pas possible. Mais c'était génial. Et on allait faire nos essais comme des gitans dans la Saône sans aucune autorisation avec notre proto. On descendait, on mettait avec nos trucs, on tirait. Les gens nous regardaient comme des ahuris en disant mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et c'était Nautilo Plus au début et c'était génial. Et pour rien au monde, tu vois, c'est des souvenirs pareils qui sont gravés dans la mémoire. C'est génial, tu vois, c'est des trucs, c'est des moments précieux
de la vie de l'entreprise. Et c'était top. Voilà, c'était une très belle expérience et on a commencé réellement dans mon garage, l'entreprise à proprement parler. Et puis voilà, les choses ont commencé, on a trouvé des partenaires pour nous accompagner sur la partie techno, on a avancé, on a commencé à faire des protos. Ouais. En 2017, on avait un proto alors, qui était énorme, qui était un truc qui faisait 1 mètre de long, qui pesait 35 kilos, mais qui suivait le plongeur, c'était ce qu'on voulait. Donc pour pouvoir te filmer, c'est plus facile quand on te suit automatiquement. Donc on s'est dit, ok, très bien, on va lever des fonds pour un premier tour de seed. Donc 650 000 euros auprès de, en gros c'était de la Love Money, plus des investisseurs, un fonds de BA, de Business Angel marseillais qui s'appelle Capino, que je salue, qui nous ont toujours aidés. Donc ça c'était en 2017. Et comment tu prépares ça? Est-ce que Startup Maker vous aide? Ah non, ils nous ont pas aidé. Là, on avait pris un cabinet. Ouais, on avait pris un leveur de fonds qui s'appelle Smart Entrepreneur, qui nous avait toutes nos levées, qui est très bien, Jérôme Cornebise, et qui nous a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aidé justement à réfléchir à comment tu pitches ta boîte finalement. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Non, mais c'est un art, bien sûr. Comment tu pitches ta boîte pour convaincre des investisseurs, avec le truc qu'en plus on a une boîte avec du hardware. Et en France actuellement, le hardware, oh là là, c'est compliqué. Oh là monsieur, c'est compliqué, mais pourquoi je vous financerai alors que j'ai toutes ces startups SaaS B2B qui sont là prêtes à faire ça. Donc c'est normal, enfin je veux dire, c'est un instinct un peu grégaire. On va vers là où c'est facile, là où la rentabilité est à peu près sûre, et c'est plus facile avec un modèle de SaaS, effectivement ça va plus vite. Donc je comprends, il n'y a pas de problème, mais du coup c'est plus compliqué. Ouais, j'aime bien, quand tout ce que je fais dans ma vie, j'aime bien mettre des trucs, le niveau de difficulté sur expert. Dès le départ, voilà, c'était pour moi, on va faire du hardware. Donc on fait du hardware. Et donc le hardware, c'est hard, comme on le dit, c'est toujours compliqué. Et on fait ça. Et donc on a commencé à avancer comme ça. Voilà. D'accord. 2017, on a continué à développer nos protos. Vous êtes toujours 10 et on est une dizaine, de ta salle de bain. À grossir. Là, on était dans un coworking à Lyon. D'accord. Et puis arrive 2018 où il fallait financer l'industrialisation, donc un tour plus conséquent. On a levé au final 2 millions à ce moment-là. Ah oui, c'est pas mal. Là, on a fait rentrer des VC institutionnels avec BPI France à travers le fonds F3A. Et puis Turenne Capital qui opère un fonds pour la région Sud Investissement. D'accord. Et le jour où où j'ai pitché devant le président de RSI, il dit le prérequis c'est quand même que vous ayez votre siège en région PACA. Région Sud, pardon. Quand même. Et donc, on dit, ok, de toute façon, oui, vu nos clients, autant, donc on met le siège social, on a mis le siège social à ce moment-là à Marseille, et à partir de là, on a été sur 2 sites. Lyon. Et déjà, là, tu avais des clients? Tu parles de tes clients? Ouais, on avait, parce qu'on avait fait une campagne de crowdfunding sur Indiegogo. D'accord. En 2016, au tout lancement, tu vois, pour montrer qu'il y avait une traction. Et on avait fait $200 000 sur cette campagne, donc c'était plutôt bien. Quand même, ouais. Donc on était très satisfait de ça, ça nous permettait de montrer, de valider qu'il y ait réellement une traction pour le produit. Et après on a continué à faire des précommandes. Et en fait on a eu, là c'était sur le produit loisir, assez rapidement on a eu des demandes entrantes de clients professionnels qui nous ont dit ok c'est super mais votre produit est-ce que plutôt que de suivre un plongeur il serait capable d'identifier et de suivre une fissure sur le barrage sur le béton d'un barrage ou un défaut sur un arbre d'hélice d'un bateau, voilà, des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à bosser dans le milieu donc de plus pour le B&B. Et là on entend le baby-foot et c'est génial. Ouais, non mais non mais c'est bien, c'est assez vivant. Ouais, c'est vivant, ouais. Donc, oui, parce que c'était ma question que j'allais te poser. Est-ce que, parce que quand tu te lances dans l'aventure Nautilo Plus, l'idée de ton marché de base, c'est le loisir ou déjà tu avais cette idée que tu allais pouvoir t'adresser par exemple aux affréteurs, on ne dit pas affréteurs de bateaux, on dit... Non, au début on avait dit armateurs de bateaux. Armateurs, ouais. Et on avait, au début c'était vraiment de se dire non, on veut faire les choses... plutôt pour le loisir, mais peut-être qu'il y aura d'autres applications. Les applications, on y a commencé à y réfléchir très tôt en 2016. Et puis ça s'est structuré, ça met toujours plus de temps pour le B2B, donc on a commencé à structurer ça au fur et à mesure.
Donc c'est pour ça que d'abord tu lances iBubble, qui est qui est la vitrine finalement. D'accord. Tu vois, et que tu te dis bon bah ça va mettre plus de temps pour la partie B2B et oui effectivement ça a mis plus de temps. Et puis après sur la partie B2B c'est de se dire ok le drone te permet de faire de la collecte de manière simple. C'était ça qu'on voulait, c'était démocratiser l'utilisation des données en milieu sous-marin. Donc il y a la collecte mais il y a aussi le traitement. C'est là où on s'est dit bah il nous manque la plateforme. Et la plateforme qui s'appelle Nautilo Cloud, on n'a pas fait preuve de grande originalité, mais Nautilo Cloud. Et l'idée, c'est de se dire qu'une fois que tu as collecté tes données, bah, tu fais tous les traitements pour que tu en tires le plus de valeur possible. Et ça, tu vois, si on remet ça sur la vision de Nautilo, notre vision, c'est de dire on veut soutenir une économie bleue durable. Tu vois, c'est le milieu marin est un milieu qui est de plus en plus, on va dire, exploité, au sens, enfin pas péjoratif du terme, mais par l'homme, qui est de plus en plus utilisé. On veut l'accompagner, cette exploitation-là, mais d'une manière qui soit respectueuse de cet environnement, qui est fragile, qui est beau, et nous, on veut faire contribuer à faire connaître et protéger ce milieu-là. Et comment on peut faire c'est en soutenant on va dire des marchés qui pour nous sont importants par rapport à notre mission. C'est par exemple l'aquaculture, c'est répondre à la question de comment tu fais croûter 10 milliards de personnes demain. C'est les énergies, l'éolienne offshore, l'énergie offshore on va dire. C'est comment tu t'apportes une énergie verte aux populations demain. Et puis c'est le transport maritime vert. C'est comment tu décarbones le transport maritime, les énormes boîtes à chaussures, les porte-conteneurs qu'on voit qui transportent tous nos biens en provenance de partout. Voilà, c'est ces grands axes-là où on se dit on a envie de se développer autour de ça et on a envie d'apporter des solutions à nos clients pour que eux, ça soit une solution clé en main, qu'ils puissent sans s'affranchir de la difficulté liée au milieu marin qui est t'as pas de visibilité, tu vois pas ce qu'il y a sous l'eau, il n'y a pas de luminosité, les ondes que Wi-Fi, GPS, Bluetooth, ça fonctionne pas. Donc comment tu fais avec tout ça ? Et c'est comme ça et c'est la promesse de ce qu'on propose. D'accord, donc tu pars de la base iBubble. Pour construire, passer et t'adresser à une clientèle non plus de loisirs mais de professionnels, et donc tu crées Sisam. C'est ça. Voilà, avec ton jeu de mots que tu m'expliquais tout à l'heure. Et c'est qui tes premiers clients ? Et nos premiers clients professionnels, qui on a eu, c'était l'armée. Tu vois, c'était. Ah oui, déjà la défense. Ouais, c'était le premier drone, le premier Sisam qu'on a livré, c'était en 2019, fin 2019. C'était à l'école des plongeurs de combat de Saint-Mandrier. Ah oui. Pour des fins d'entraînement, tu vois, du suivi de plongeurs. Et donc ils nous ont fait confiance dès le début. C'était vraiment, on était très heureux. Ils sont venus te chercher ou t'es allé sur des salons ils sont venus via. On est passé, tu vois, ça fonctionne souvent dans le milieu de la défense par des anciens. Donc c'était une boîte qui s'appelle Sirène Corp qui nous accompagne toujours et qui est des anciens plongeurs des mineurs et plongeurs de combat et qui ont monté ça, et donc eux ils nous ont fait rencontrer les gens et c'est comme ça qu'on les a vus et donc ils ont bien aimé. Je me souviens, c'était en 2017, on avait été l'été 2017, on y avait été à l'école de plongeurs avec notre gros proto. Et les gars. Ah, c'est les plongeurs de combat. Ouais, c'était ils passent tous par là, c'est-à-dire les nageurs de combat et les plongeurs de combat. Ils passent tous par là, c'est l'école qui les forme tous. Et les mecs avaient commencé à le trifouiller dans tous les sens. On s'est dit, ils vont nous le casser. Et finalement, non, ils ne nous l'ont pas cassé. Et donc, 2 ans après, ils nous en prenaient un. Et voilà, c'était notre premier client B2B qu'on a eu. Parce que si on y pense au niveau de l'armée, le Sisam, ça peut servir à suivre justement les troupes à des fins d'entraînement pour revoir le film. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tes drones sous-marins, on peut leur mettre tout un tas de capteurs. En fonction un peu de la demande du client. C'est ça. Donc pour ce qui est dans l'armée, ça peut suivre les plongeurs pour revoir ce qui s'est passé, etc., analyser. Mais ultimement, ça peut servir aussi pour repérer, je sais pas, peut-être des mines sous-marines ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Ça peut servir pour plein de choses et l'idée c'est que c'est un produit versatile. C'est une solution qui est versatile, qui permet de faire beaucoup de choses. Et donc on commençait par des choses le plus simples, c'est-à-dire du suivi de plongeurs pour faire de la formation, pour aller vers du plus compliqué avec des possibilités que tu viens d'évoquer. D'accord. Et donc ensuite tu commences par la défense et après comment ça s'ouvre à toi d'autres c'est en prospectant, autres horizons. C'est en faisant de l'entrisme. Il y en a d'autres qui sont venus nous voir. On a eu EDF qui nous a fait confiance. Après on a commencé à discuter avec CMA CGM. Donc on a commencé à travailler avec eux sur un partenariat justement pour l'inspection de leur porte-conteneurs. Exactement.
c'est une grosse boîte à chaussures de 400 mètres de long sur 60 mètres de large, donc il faut quand même faire un peu de boulot. Et normalement, ils font ça comment ? Ils font avec un plongeur qui va regarder la coque ? Donc autant dire que le gars, il est un peu perdu au milieu de l'immensité de sa coque quand il est sous l'eau. Donc c'était vraiment l'idée, c'était de bosser avec différents secteurs et de se dire comment on arrive à faire du business avec ça. Donc si tu veux, la première année d'activité qui était 2019, on a fait 80% de notre chiffre d'affaires sur le loisir parce qu'il y avait tout le reliquat des précommandes des années passées, et puis 2020 c'était l'inverse, on a fait 80% de B2B et alors aider. Enfin, on va dire parce que aussi il y a eu le Covid qui a fait que toute l'activité loisir, dont le marché sous-jacent et le tourisme, c'était compliqué l'année dernière. Donc cette année il le sera aussi, mais c'est aussi il y a à la fois l'effet de l'émergence de notre marché B2B et le fait que B2C c'était compliqué parce qu'il y avait le Covid. Oui, quand tu parles du tourisme, c'est parce que vous avez un système aussi de location, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se passe comment en fait ? On vient de voir, on dit coucou, j'aimerais, je sais pas moi, filmer ma plongée demain au fin fond des Calanques de Marseille, voilà. C'est ça. Et je loue un iBubble et tu vas chez un de nos partenaires, qui en a un, et puis et puis lui il va t'en louer un et tu vas pouvoir t'amuser. Et c'était ça, l'idée, c'est de se dire pour des professionnels des loisirs de bord de mer, eux ils peuvent le monétiser, ils ont un retour sur investissement de cette solution. D'accord. Et t'as déjà des pistes dans, je pensais à la recherche océanographique, aller peut-être filmer, alors moi c'est des idées des cétacés dans leur, des baleines dans leur milieu, est-ce que t'as eu des échos peut-être de gens, des scientifiques qui pouvaient l'utiliser dans l'océan ou pour cartographier la grande barrière de corail, j'en sais rien moi, des choses comme ça? On l'a déjà fait. Alors on bosse avec l'Ifremer déjà, et on a plein de projets, c'est-à-dire qu'on a plein de projets impact, de choses où globalement l'idée c'est dès qu'on a des gens qui viennent nous voir avec des projets qu'on trouve sympas, qu'on a envie d'aider, et on le fait, tu vois. Tu peux monter autour de leur projet, exactement. Leur proposer exactement. Par exemple, tu vois, il y avait un film qui a été fait sur des pyramides immergées en Égypte, qui s'appelle les pyramides d'Awara. C'était un film qui est passé sur la MCD Découverte, et on a envoyé un drone pour aller explorer, tu vois, donc une pyramide complètement immergée, donc dans le dédale là-dedans, et on a envoyé un drone avec un gars de notre équipe, et on l'a fait, tu vois, pro bono, quoi. C'était quelque chose qu'on a fait nous. Et puis on a d'autres choses où parfois on prête des drones pour des expéditions, des choses comme ça, et c'est important pour nous, c'est de dire, le message c'est on donne aussi, tu vois, cette histoire de redonner à la communauté ce qu'on a pu avoir, et c'est aussi pour ça que des projets pédagogiques me tiennent beaucoup à cœur. C'est des choses sur lesquelles je veux vraiment qu'on puisse utiliser nos drones pour apprendre aux minots ce que c'est que les fonds marins, pour qu'ils aient envie de les protéger derrière. Ils se rendent compte de ce que c'est et qu'ils n'aillent pas balancer leur trottinette comme des crétins après. Voilà. Et donc on a par exemple, tu vois, un partenariat avec Nettoyons Lyon, qui est une association qui fait que du nettoyage, qui nettoie justement notamment la Saône et le Rhône. Et donc là, eux, c'est génial parce qu'ils vont pouvoir utiliser nos drones pour gagner du temps en efficacité par rapport à la collecte des déchets. Donc c'est génial. J'avais eu aussi dans le parc national des Calanques, il y a eu aussi une opération de nettoyage avec le petit drone sous-marin à côté. Et on y retourne là samedi. On a une autre opération de nettoyage dans la région de Marseille. Là, toute l'équipe, une bonne partie de l'équipe. Donc tu vois, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait, quoi. D'accord. J'ai vu aussi que vous aviez des choses en préparation auprès de la sécurité civile, du secourisme en mer, etc. C'est des choses dont tu peux parler ou Ouais, écoute, là on n'a rien dont je puisse parler rapidement. Voilà. D'accord. Mais de toute façon, drone sous-marin, on peut s'imaginer tout un tas d'applications. Je veux dire, dans les applications, c'est de se dire, ok, tu vas travailler sur en gros les secteurs que je t'ai mentionnés, qui sont pour nous les trucs importants, vraiment les trois choses phares: aquaculture, transport maritime, pardon, et puis éolien offshore. C'est vraiment les trois choses qui sont importantes. Et après, on continue à travailler pour le milieu de la défense d'une manière générale. Sécurité, défense d'une manière globale.
On a des clients là-dessus. Par exemple, là en sécurité, on vient de signer avec DLRG qui est donc en Bavière, donc qui est l'entité qui les pompiers en Bavière, qui font la sécurité civile en Bavière. Donc on est très content de cette première marque. C'est ton premier export ou non? Ah non, on a déjà pas mal. Alors tu vois, en défense, c'est un des secteurs sur lequel qui nous a bien aidé l'année dernière, parce que comme c'était de la commande publique, en période Covid, ça a aidé. C'est clair que parce que c'était des marchés qui n'étaient pas fermés, ils n'ont pas dit on arrête d'acheter. Au contrairement à plein d'entreprises qui ont dit oh là. On retire nos billes en attendant de voir ce qui va se passer. On attend de voir. Là non, la commande gouvernementale nous a bien aidé l'année dernière pendant la période Covid, donc merci à tous. Hein. Et il n'y a pas eu que la France. On fait 60% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France. Ah quand même, oui, d'accord. On est loisirs et oui, tout mixte, d'accord, tout confondu. Tout mixte, on fait en gros si tu regardes, c'est 40% France, tu rajoutes 30% d'Europe hors France et 30% reste du monde. Ah oui. Tu vois, donc on est bien international déjà. D'accord. Et donc effectivement sur la partie défense, on équipe déjà plusieurs forces armées en dehors de la France. Voilà. Okay. C'est l'idée et donc ça nous aide bien. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ce sont quand même des utilisateurs qui sont extrêmement exigeants. Okay. Donc si tu veux, des drones, on a plus de 500 qui tournent dans le monde à l'heure actuelle et donc ça fait depuis 2 ans là maintenant que pour les plus vieux qui tournent. Donc on a quand même un peu de track record, on sait ce qui marche, notre produit on l'a amélioré. On s'est pris des trucs dans la tronche au début, soyons clairs, on a eu des choses qui n'étaient pas bien, on n'était pas content de ça et on a perdu des clients à cause de ça. C'est toujours le même truc, t'as beau essayer de faire le maximum, il y a des clients qui sont pas contents et c'est comme ça. Et l'idée pour nous c'est de se dire on a vraiment essayé de booster toutes ces choses là pour faire que l'expérience client d'une manière globale soit la meilleure possible. C'est quelque chose sur lequel on essaye d'être intransigeant, on est toujours perfectible évidemment, mais vraiment on essaye d'améliorer les choses pour que nos clients soient contents de nos produits et ils les aiment, et on a mis beaucoup de choses en place pour ce faire. D'accord, donc maintenant chez Nautiloplis, vous êtes combien ? On est à peu près 25. Voilà. 25, donc entre Lyon, Marseille et l'usine. Ouais, c'est ça. Alors, donc la répartition, c'est à peu près 2 tiers à Lyon, 1 tiers à Marseille. Et en gros, Lyon reste plus ou moins à la place où tu as les ingénieurs, Marseille plutôt les commerciaux. Alors c'est très schématisé, c'est à peu près ça. Et puis donc on a une usine, on est à la fois développé en France, mais on est aussi made in France dans l'assemblage. D'accord. Parce que pourquoi parce que moi, tu vois, j'étais passé par Renault, c'est là où ça m'a servi. Tu peux mettre du made in France sur des choses parce qu'elles sont assemblées en France, mais pas construites en France. Ouais. Nous, tout est vraiment là pour la peine. On est made in France. On est le vrai. On est le vrai made in France. Il n'y a pas de problème par ça. Et on pourrait être appellation origine contrôlée. Tu vois. Non, mais si tu veux, le truc il était important. Pourquoi ? Parce que stratégiquement, moi, je sais ce que c'est que démarrer des sites de production avec l'Extrême-Orient. Quand ça va bien, ça va bien. Mais quand tu es une petite start-up et que tu es à 5000 km et que le gars il te dit je comprends pas ce que je te dis ou j'ai pas envie de t'entendre, c'est terminé. C'est compliqué. Voilà, donc nous, avoir une usine en France, on avait commencé à bosser avec une entreprise, un accélérateur qui s'appelle Accendus, qui est le fruit d'un groupe, un équipementier automobile qui s'appelle EFI, qui voulait se diversifier. Le problématique pour eux, baisse de régime sur l'activité traditionnelle, besoin de se diversifier. Donc on propose de conseiller des startups dans leur développement sur des produits hardware. Donc ce qu'on a fait avec eux. Et à la fin, j'ai été les voir en leur disant ok, maintenant je veux produire dans une de vos usines. Donc ils m'ont dit on a une usine à Joinville en Haute-Marne. Retour du truc. Voilà, c'est le truc que tu dis c'est marrant, la providence, la vie est faite quand même de choses assez rigolotes. et donc on produit là-bas, donc on n'a pas de permanence d'employés en permanence là-bas. Par contre on a toute notre ligne d'assemblage et on travaille avec eux donc depuis 3 ans maintenant à assembler des drones et voilà, et c'est chouette parce que tu vois, ce projet-là fait que ça a donné beaucoup de sens, parce que tu rends un peu au pays ce que le pays t'a donné. Enfin, on est les premiers en France à toujours dire la France machin, etc. Mais il ne tient qu'à nous, quoi. Je veux dire, on a l'énergie pour faire quelque chose de grand avec ce pays. On a un savoir-faire incroyable, et surtout les Français ont des ressources en termes de créativité.
de savoir... tu vois, on n'est pas les plus rigoureux, on sera jamais rigoureux comme des Allemands, on sera jamais les meilleurs pour faire de l'optimisation de process, on sera jamais business-wise, on sera jamais aussi direct que les Américains. Mais par contre, en termes de créativité, mais les Français, on est géniaux. Non, mais franchement, il faut se le dire, quoi. On est géniaux, on est capable de faire des trucs, d'inventer avec, comme le disait l'autre, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais bien sûr qu'on a des idées, on a des idées à foison. Donc c'est un substrat tellement prolifique que, c'est là-dessus qu'il faut y aller. C'est l'éducation des gens, des jeunes, c'est la formation des gens en continu, et c'est libérer les énergies pour justement que cette créativité s'exprime. Et on a tout pour se faire. Et je suis fier d'avoir créé ça, tu vois, avec mes propres mains, d'avoir fait tout ça avec Nautilo, avec toute l'équipe qui m'accompagne, et qu'on ait créé de l'emploi qualifié, hautement qualifié, avec des gens qui font des trucs uniques au monde. Voilà, c'est quand même... waouh, tu vois, c'est quand même chouette. Wow. Non, mais c'est quand même chouette de se dire, on s'en prend tellement dans la tronche tous les jours parce que c'est pas, il y a quand même du boulot derrière. Ouais. Mais de se dire, on a quand même fait ça, quoi. On l'a fait en France. Nous, moi, j'y connaissais rien dans le milieu du drone sous-marin, et les autres, dans ceux qu'on a embauchés, il y en avait une seule personne dans l'équipe qui avait fait du drone sous-marin avant. C'est tout. Tous les autres, on n'en avait jamais fait, et on s'y est mis, et on a appris. On a appris, voilà, exactement. Et on a eu des idées, on a testé, on s'est planté, on a recommencé, et puis au fur et à mesure, ça a commencé à marcher. Voilà. D'accord. J'ai 3 dernières questions. Vas-y. Donc, il y a une question qui va concerner toi, ta vie de patron. Ouais. Quand tu es devenu patron, le boss. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvert? Comment tu appréhendes ton métier au jour le jour? Et si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon? Ouais. Alors, comment j'appréhende mes métiers? Vu que je suis un gros bourrin de travail quand même, mon métier, je l'appréhende comme étant, t'es le chef d'orchestre, donc tu dois être là pour tout le monde. Ouais. Tu dois aussi un rôle maintenant que j'ai une couche, on va dire un comité de direction, c'est de coacher ces personnes-là pour qu'elles grandissent, et pas de leur dire ce qu'elles ont à faire, mais qu'eux me disent ce qu'elles doivent faire pour l'entreprise. C'est de créer la dynamique, l'impulsion pour l'entreprise, la stratégie, la vision. Ça c'est moi, je suis la personne qui suis censée l'incarner. Et c'est pas toujours évident parce que des fois t'es pas parfait, tu vois, t'as des sautes d'humeur, des fois il y a des trucs qui me font chier, tu vois, trucs où je me dis putain mais pourquoi on a fait ça, quoi, pourquoi on fait encore cette erreur, et t'as envie t'es pas content, et puis et pourtant tu dois être t'as un devoir d'exemplarité, quoi. C'est ça. Voilà. Et parfois c'est compliqué, hein. Et moi, tu vois, je suis un peu, je suis un faux calme, tu vois, je bouge, j'ai quand même ce côté méditerranéen de mon père, tu vois, et c'est parfois très compliqué, mais ça fait partie du job, et ça c'est passionnant, c'est une aventure humaine avant tout, hein, donc c'est passionnant. Donc moi, mon rôle, c'est d'apporter, de créer les conditions pour que les talents s'expriment chez nous. Ouais. Voilà. D'accord, et si c'était à refaire, tu ferais tout pareil? Alors, si j'avais l'opportunité de revenir en arrière, il y a des choses que évidemment je ferais différemment, mais encore une fois, c'est ce que je te disais, le passé c'est le passé. Et tu vois, j'avais entendu un truc, je préfère me tourner vers l'avenir. Il y avait une citation, j'avais été à une conférence où il y avait Attali qui avait dit un truc qui était très vrai, c'est pas le présent qui conditionne l'avenir, c'est l'avenir qui conditionne le présent. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes où tu veux aller, et c'est ça qui va faire que ça va guider tes pas de aujourd'hui. Et je préfère être tourné vers l'avenir plutôt que de regarder dans le rétroviseur. D'accord. Donc, bien évidemment, chez Slice, on parle du travail de ton entreprise, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, tu as parlé des voitures. Et donc, tu as d'autres passions aussi dans lesquelles tu t'exprimes. Oui, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que j'aime bien les trucs qui bourrent. Donc les voitures, alors là, les track days, c'était bien, mais je voulais le truc d'après. Et donc, j'ai fait de la course. J'ai fait un truc qui s'appelait Lotus Cup Europe. Qui était de Lotus. Un championnat européen avec des voitures, des vraies petites voitures de course, avec tu vois, le vrai truc, le vrai big game professionnel, quoi. Sur des circuits de F1, avec la télé, avec des spectateurs. J'ai signé des autographes. Tu vois, mais c'est rigolo, quoi. Tu t'y attends pas. T'as un gamin qui vient, toi t'es sur ta bagnole, le gamin qui vient, monsieur, vous voulez me signer un autographe? Ok, si d'accord. Non, et c'est surtout, c'était génial parce que tu es sur les circuits de mes héros de la Formule 1, quoi. Tu as Spa-Francorchamps, Le Mans, tu as Dijon, des gros circuits, quoi, des trucs où il s'est passé des trucs assez incroyables. Et tu vas là-bas et tu te dis c'est fou, quoi. Tu vois, c'est génial. C'est génial, et c'était une super expérience.
Autre chose que je fais du saut en parachute, comme à la con. Comme tout le monde, mais... Ouais, mais c'est des trucs un peu à la con, j'ai besoin de ces trucs-là, c'est sensations fortes. L'adrénaline. Et puis, non, mais tu sais, il y a un truc, c'est... moi, ce que j'adore, c'est pourquoi sauter d'un avion en plein ordre de marche à 4000 mètres d'altitude. Pourquoi, quelle idée. Et j'adore, en fait, tout ce truc où tu as cette espèce de dialogue dans ton corps qui se fait entre ton esprit rationnellement qui te dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et ton corps qui dit « Si, c'est cool, saute de cet avion. » C'est la même chose pour la voiture de course. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un virage comme ça, tu as ton esprit qui te dit « Mais tu vas arrêter, tu vas freiner. » Et tu as ton corps qui dit « Laisse ton pied sur l'accélérateur, ça passe crème. » Et c'est des choses comme ça. Non, mais c'est ce genre de c'est le genre de sensation que j'aime beaucoup. Je me suis mis à la plongée par la force des choses pour le boulot, mais ça c'est quand même pas extrême, même si c'est très chouette. Et puis je fais du snowboard aussi. C'est le genre de trucs qui me plaisent. Voilà. Et puis en sport pour m'entretenir, je fais de la course à pied, tu vois, des trucs un peu communs, quoi. Commun, en général, je pose cette question à certains chefs d'entreprise. Tu as parlé de tes enfants tout à l'heure, et parfois avec les gens que j'interviewe, on parle de la transmission. Alors, est-ce que déjà, parce que tu es quand même vachement jeune, faut se le dire, est-ce que déjà tu penses à Nautilo Plus comme une entreprise que tu pourrais passer à tes enfants? Est-ce que tes enfants s'y intéressent? Ou est-ce que, pas du tout? Alors, j'y pense pas du tout pour mes enfants, mais par contre, la transmission est quelque chose qui est dans chacune de mes journées, et plutôt en se disant qu'est-ce que je vais laisser à mon pays, qu'est-ce que je vais pas laisser à l'entreprise pour les gens qui y travaillent, c'est-à-dire que nul n'est invincible, et surtout on est tous voués à disparaître sur un horizon de temps suffisamment long. Donc si tu veux, pour moi, c'est de se dire s'il se passe quelque chose, il faut que la boîte elle me survive. Donc c'est aussi pour ça qu'il est urgent au quotidien de mettre en place un truc qui soit pérenne. Donc c'est aussi pour ça que c'est important, et que cette transmission-là, j'y pense. Mais pour laisser quelque chose, et c'est pas du tout un truc dans l'ego, c'est quoi ma statue pour l'éternité, je m'en fous complètement. Non, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que je peux laisser de bien pour que des gens puissent en faire quelque chose de bien. Tu as un instrument pour que les gens puissent derrière, parce que Nautilo, je trouve que c'est un bel outil pour qu'on fasse des choses bien pour la nature et pour, d'une manière générale, pour notre pays. Voilà. D'accord. Et donc la toute dernière question traditionnelle d'un épisode de ça, c'est alors là, il y a des auditeurs qui sont en train de nous écouter, des gens qui vont bientôt créer leur boîte, qui ont une envie comme ça d'entreprendre. Ils savent pas trop quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour se lancer, pour bien se lancer. Bon, déjà, vous allez prendre des claques, donc il faut l'enregistrer. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre pour leur donner du courage? Si tu veux, moi je suis extrêmement dubitatif, mais impressionné par le nombre de gosses, tu vois, qui sortent de l'école. Et c'est pas péjoratif, messieurs les jeunes gens, vous offusquez pas, mais ils sortent de l'école et ils se lancent là-dedans, c'est génial. D'un côté, c'est extrêmement rationnel parce qu'ils n'ont pas de contraintes finalement. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de crédit, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont pas de goût de luxe comme moi je peux avoir, où tu vois, à 40 piges, je commence à avoir un peu envie de mon petit confort. De tranquillité, de confort. Voilà, même si j'aime bien me faire un peu de mal, mais quand même. Si tu veux, il y a tout ça, et donc finalement, c'est très rationnel, mais par contre, il faut du cran. Et déjà, si vous avez le cran de vous lancer, mais le monde... de l'inconscience. Mais il faut un peu ce côté un peu inconscient. Tu vois, moi quand je me suis lancé dans Nautilo, c'était un peu inconscient quand même, quoi. Je quittais un job extrêmement bien payé, j'avais pas de raison de faire spécifiquement. Je me suis prendre la tête à lancer une boîte, quoi. Exactement, voilà. Qu'est-ce que j'avais à me prouver par rapport à ça. Donc il faut toujours ce petit côté un peu. Alors c'est pas de l'inconscience, je dirais. Croire en soi. Croire en soi. Il faut être stoïque. Ça, c'est un truc, alors je sais que c'est compliqué à apprendre, et moi j'ai appris ça avec l'âge, je vais pas faire le vieux en disant ça, mais le fait d'accepter ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu vas avoir une aventure entrepreneuriale, on le dit tous, il y a des hauts et des bas, et quand il y a les bas, ils peuvent être vraiment très bas. Tu peux te les prendre, moi je me souviens, il y a des moments qui n'ont pas été drôles du tout, il y en a que je vis encore, même au quotidien, il y a des trucs qui sont pas drôles, et il faut savoir accepter, te dire c'est comme ça. Je peux rien y faire, j'ai fait mon maximum, pas avoir de regrets, c'est pour ça qu'il faut tout donner, mais faut T'as pas... déjà eu peur pour Nautilo? Bien sûr, je veux dire, et puis tu vois, on n'est pas encore break-even, donc c'est toujours un truc où on se dit t'es pas, il y a rien de pérenne, et même si quand le jour où on le sera, se dire, tu vois, ça peut toujours, il peut toujours avoir des problèmes. Donc c'est de te dire, il faut accepter, il faut pas avoir peur pour Nautilo, il faut se dire,
ça peut arriver, c'est comme ça. Ouais. On donne notre maximum pour pas avoir de regrets derrière en se disant ah mais si j'avais non, je donne tout pour être certain que. Mais par contre, j'ai aucun regret, j'ai fait tout ce que je pouvais exactement. faire et puis si les choses se passent d'une manière malencontreusement pour une raison X ou Y, l'aventure s'arrête, j'aurais aucun regret parce que j'aurais fait tout ce que avec mon cœur, j'aurais donné tout ce que je pouvais. Voilà. Et c'est comme ça, je pense que allez-y, donnez tout ce que vous avez, soyez fidèles à vos principes, soyez fidèles à vous-même, croyez à votre instinct, croyez à votre cœur et soyez généreux dans ce que vous faites. Et il y a comme ça que vous exprimerez vous-même, que vous vous découvrirez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, et finalement vous vivrez une aventure extraordinaire. Super. Tu recrutes, il y a une actu dont tu veux parler? Ouais, on recrute toujours. Oh là, oui. Tu recrutes. mais parce que c'est l'activité qui veut ça, mais c'est surtout aussi parce que c'est ça qu'il y a de bien, c'est que le côté cool dans les startups, c'est qu'on recrute des gens. Okay. Donc tu es amené à découvrir des gens, et donc oui, et encore une fois, hein, comme je le disais, même si tu n'es pas un expert du drone sous-marin, tu nous intéresses. Viens, c'est pas grave, voilà, tu vas voir. si tu t'es reconnu dans ce qu'on a dit, ouais. viens, tu t'épanouiras chez nous. Voilà. Ok, d'accord. De toute façon, il y aura un article dédié à toi et à Nautilo Plus sur le site internet de Slice. Donc, je mettrai tous les liens, tout ce que tu as cité. Il y aura les liens si les gens veulent s'informer. Et bien sûr, vers le site internet de Nautilo Plus pour voir toutes les offres d'emploi que vous pouvez proposer. Voilà. Et ben écoute, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci d'avoir répondu à mes questions. Plaisir. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour Nautilo Plus et pour toi au point de vue personnel. Voilà. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci encore à Nicolas de m'avoir accordé du temps. N'hésitez pas, si vous êtes en vacances au bord de la mer, à louer un e-bubble pour vous accompagner en plongée. Vous retrouverez bien évidemment de plus amples informations dans l'article dédié à Nicolas et à Nautilo Plus sur le site internet de Slice. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et quelque chose me dit que vous devriez continuer à écouter. Prenez soin de vous. Voilà. Tu pourras faire pour quel était le métier que tu voulais faire? Rappeur. Rappeur. Mais rappeur de carottes. Voilà. Et j'ai fini dans le drone sous-marin. C'est comme ça, quoi la vie. Hein. Ok, bon allez, c'est parti. On m'appelait MC Cousteau.